Bonjour, bonjour aux premiers arrivants. Eric, Frédéric, Michel, Pauline, Thierry, Hervé, bon, et encore bien d'autres. Bon, j'espère que vous allez bien. On va essayer de passer une heure et demie ensemble sur des témoignages assez opérationnels, puisque j'ai travaillé depuis quelques semaines dans des cabinets pour lancer des missions sur l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et donc, ça m'a permis de constater un petit peu la façon dont les collaborateurs recevaient nos discours sur l'IA, comment ils comprenaient un petit peu tout ce qu'on a à leur expliquer, éventuellement quelles étaient leurs peurs, hein, pour rentrer dans la démarche. Alors, pardonnez-moi, je me mets mon petit PC de contrôle. Voilà, je laisse rentrer les gens. On est encore, on va attendre 2 minutes. J'ai coupé le son ici. Voilà. Tac. Bon, en tout cas, très intéressantes les réactions qu'on a pu obtenir. Très intéressant également les travaux qu'on a pu mener. Il y a eu beaucoup de suggestions très opérationnelles sur les métiers des comptables, des gens de la paie, des gens du juridique. Ça a été vraiment très, très riche au niveau des échanges. Donc voilà, je voulais vous partager ça un petit peu aujourd'hui. Je ne perds pas de vue le travail sur les robots conversationnels. On a pas mal avancé. On est en train, et ça me fait un peu repousser encore le lancement, je dirais, de la phase de bêta test. Je pense qu'on va vraiment la lancer qu'en janvier pour finir, parce que je voulais que vous ayez une interface simple à utiliser pour que ça puisse être facile pour les collaborateurs. On est en train de faire quelques tests complémentaires aussi. Et tout ça va s'inscrire dans une logique de maquette, une sorte de CRM qui va progressivement prendre des fonctionnalités et qu'un jour on rapatriera au sein de Pilot Guard pour que vous ayez un outil qui va permettre à la fois de récupérer des datas, de les analyser, de restituer des informations à valeur ajoutée, telles les tableaux de bord par exemple, mais pas que, et également qui va vous permettre de déclencher des alertes qui vont peut-être déclencher l'action de robot pour appeler des clients, pour faire un certain nombre d'actions qui vont un petit peu décharger, un peu soulager les collaborateurs. Donc c'est un petit peu à tout ça que je vais vous convier ce matin ou ce milieu de journée en tout cas. Pour les gens qui sont un petit peu loin comme Fred, ben là on est déjà l'après-midi chez toi. J'espère que tu vas bien. Je m'occupe de toi, hein. Je te passe un petit message, j'en profite. Je suis en train de travailler sur tes fakes et je te remonterai des choses pour moi en fin d'après-midi et pour toi peut-être un peu plus tard en soirée. Voilà, on laisse encore quelques secondes aux derniers arrivants et on va attaquer. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous avez envie de... Alors, il y a énormément d'actualités au niveau des sorties d'outils. C'est quasiment complètement dingue. Toutes les semaines, il y a 2, 3 annonces des grands opérateurs type OpenAI et les autres. Ça évolue à une vitesse complètement folle et arriver à vous tenir au courant, informé de tout ce qui sort, ça devient presque impossible. On est qu'au bout de 2 ans de sortie de l'IA générative dans le public. Et autant les premiers mois, on arrivait parce qu'il y avait des choses un peu majeures, mais seulement tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois. Là, on a des choses quasiment majeures toutes les semaines. Donc, comme on ne peut pas vous ensevelir d'informations qui vont en plus changer d'une semaine à l'autre, on est obligé de filtrer énormément, hein. Donc,
Je vais laisser passer cette fin d'année et je reviendrai peut-être avec une synthèse en début d'année, mais je vais être amené à devoir filtrer beaucoup plus qu'avant parce qu'il y a trop de choses qui sortent. Ce qui sort le plus, c'est tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio, vocal, et je vous l'ai déjà laissé entendre, tout ce qu'on appelle les agents IA, hein, qui sont des agents intelligents. Alors intelligents, autonomes en tout cas, qui apprennent et qui sont capables de faire des tâches relativement complexes, avec éventuellement même des équipes de robots. Alors ça, c'est quand même très impressionnant, hein, de se dire qu'on peut mettre en place un sorte de robot manager, un chef, et que lui va être capable de gérer et de coordonner des robots qui chacun vont avoir une tâche particulière. Par exemple, un robot appro, un robot traitement, un robot restitution, un robot analyse, peut-être demain un robot conseil. C'est en train d'évoluer à vitesse folle. Tous les grands éditeurs d'IA générative, que ce soit Anthropic, que ce soit OpenAI et bien d'autres, Google, sont en train de sortir des versions qui vont permettre de créer ces agents. Et ces agents, ça va vous permettre d'automatiser beaucoup de tâches et donc de créer des équipes de ce type-là. Je pense que notre robot conversationnel s'inscrit dans cette logique d'agent, hein, et vous allez voir que c'est quand même très puissant. Alors, on va attaquer. Euh, je vais vous partager ce qui a été lancé dans plusieurs cabinets ces jours-ci. Alors, je vais vous afficher mon écran pour tester si ça fonctionne pas. Normalement, ça devrait. Hop. Voilà. Tac. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est pas sûr. Compliqué de tout contrôler à la fois. On va y arriver. Voilà. Voilà. Alors, notre programme, c'est d'implémenter l'IA dans un cabinet là, de façon vraiment très concrète, très opérationnelle. Et donc, j'ai eu le plaisir et l'avantage de partager là récemment, ces 2 dernières semaines, par exemple, des missions d'implémentation de l'IA dans 2 cabinets, l'un à Besançon, à Brest, dans 2 cabinets à taille humaine, 2 cabinets d'une dizaine de personnes, 10-12 personnes. Et donc, ça a été très intéressant parce qu'on a pu se rendre compte un petit peu je vous disais, des réactions des collaborateurs face à quelque chose de très nouveau, qu'ils avaient tous très peu touché ou pas touché du tout. Donc, voilà, ça nous a permis de voir comment ils réagissaient, comment ils s'intéressaient au sujet. Et vous le verrez, le degré d'intérêt a été important, avec parfois des doutes, avec parfois des peurs, hein, mais ça vaut également pour vous, dirigeants de cabinet, hein, puisque voilà, cette intelligence artificielle, on ne sait pas à quelle vitesse elle va évoluer, jusqu'où elle va aller, est-ce qu'elle va travailler à réduire des tâches ou à les supprimer, est-ce qu'elle va faire changer les besoins de recrutement, est-ce qu'il y a des types de tâches et des types également de profils collaborateurs qui vont complètement disparaître? Tout ça est parfaitement ouvert et du domaine du possible, hein, donc, on va essayer de voir ensemble
un petit peu ce qui s'est passé dans ces, 2 missions avec 2 jours de lancement chez chacun des cabinets et je vais vous les expliquer un petit peu tout au long de cette heure et demie, passée ensemble. Alors, un article d'Actuel Expert qui explique que dans les cabinets, il va y avoir une automatisation qui va être très forte, mais qu'en même temps, donc ça c'était Virginie Roitman, hein, présidente réélue du Conseil régional par Île-de-France, qui le disait, il va y avoir une automatisation à outrance. Et puis, avant-hier, le 10 décembre, donc une semaine après, un article qui disait les petits cabinets, grands perdants de l'IA générative. Donc c'était une question. Bon, c'est pas une affirmation non plus, hein, qui s'appuie sur une étude qui a été menée sur, je sais plus si c'est 400 cabinets ou 400 experts comptables environ, et donc qui semblait dire que dans les structures plus petites, c'était plus compliqué d'investir suffisamment, d'avoir le temps, les moyens, etc., des ressources humaines pour faire avancer l'IA. Bon, je vais essayer de vous prouver quand même que dans des cabinets de taille modeste, hein, puisque les cabinets d'environ 10 personnes, c'est pas non plus des cabinets géants, c'est pas non plus des cabinets de 2 personnes, hein, bien sûr, mais voilà, on a des structures un petit peu moyennes qui vont être un petit peu nos révélateurs. On se rend compte que voilà, c'est jouable et je vais vous partager un petit peu comment on a vécu ces journées-là. Alors, on est vraiment dans l'opérationnel, là, vous allez voir, on va parler de choses très, très concrètes. On est avec un paradoxe, donc cette automatisation qui est à outrance et en même temps des cabinets qui sont un peu dans la difficulté. Je vais vous partager une sensation que j'ai eue parce que je participe à des groupes sur des nouvelles techniques Internet de marketing, de production, etc., etc. J'ai eu plusieurs fois, et ça commence à être un peu inquiétant, des dirigeants de structures, de TPE, hein, qui m'ont dit à leur sens, il existait aujourd'hui, depuis quelque temps, une dégradation du service hein, sur leurs missions récurrentes, hein, liées souvent à des rotations importantes de collaborateurs. Alors, ça peut dépendre des régions, mais j'ai eu des gens de régions très diverses en province. Beaucoup m'ont confié, et je ne les ai pas poussés à ça, hein, puisque bon, moi, ils savent quelle est mon activité aujourd'hui, et certains m'ont dit, mais tu connais pas un expert comptable là dans mon coin? Et ils me disent un peu où il se situe, qui pourrait me prendre mon dossier. Ben, je leur dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Bah, écoutez, écoute, le problème, c'est que on change de collaborateur tous les mois ou tous les 2 mois. On a l'impression de pas avancer. On a nos dossiers qui semblent pas très, suivis, pas très révisés. Enfin, ils utilisent pas le mot parce que c'est un mot de notre jargon, mais ils me disent que c'est compliqué d'avoir des choses à jour et je vous parle même pas d'avoir du conseil ou des choses comme ça. Donc j'ai la sensation qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de cabinets qui ont une difficulté, je dirais déjà de fidéliser leurs collaborateurs, hein, déjà d'embaucher, c'est très compliqué, on le sait, mais de les garder, c'est très compliqué également. Et donc cette rotation de collaborateurs, je pense que dans l'esprit de vos clients, d'un certain nombre de vos clients, c'est peut-être différent d'un cabinet à l'autre, hein, et d'une région à l'autre, mais on sent qu'il y a quand même un agacement des dirigeants de TPE qui constatent qu'ils sont obligés de changer de collaborateur tous les X temps et que du coup, ben, le suivi de leur dossier est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Bon, je vous confie ça. Vous avez le droit d'avoir un avis, voire de me donner un feedback dans le chat, hein, dans les questions-réponses. Ça m'intéresse toujours de partager des choses avec vous. Mais voilà, moi, je le constate. Peut-être que je ferai une étude en début d'année, dirigeant de TPE ou de TPE-PME,
quel est le feedback général qu'ont les dirigeants sur ce sujet-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance qui commence à s'affirmer sur ce problème de, je dirais, de qualité lié au turnover. Bon, je vous le dis parce que c'est quand même, il faut quand même s'en méfier un petit peu. Ça peut être assez négatif pour la profession. Alors, je vous expliquerai évidemment qu'au-delà de ça, quand on lance la mission, quand on lance les 2 jours, il y a un moment donné, on va parler des techniques, aux collaborateurs, hein. Donc, vous verrez qu'il va y avoir une séquence d'abord avec le ou les dirigeants. Ensuite, on a, donc ça, c'est une demi-journée, souvent la première matinée. On a une deuxième demi-journée, donc l'après-midi, avec les collaborateurs où on leur expose une sorte de portrait, de paysage de l'IA dans tous les secteurs, mais également, surtout dans le secteur, comptable, et on leur, fait un exposé de tout ce qui est prompt, GPTs, et cetera, pour qu'ils aient une idée globale de toutes les technos qui sont en train d'arriver. Parce qu'on parle de RPA, on parle de scrapping, on parle de no-code, on parle d'intelligence artificielle, on parle de code Python. Enfin bon, on leur montre quand même pas mal de choses. On essaye de ne pas les perdre, hein, mais on leur donne la vision de choses très concrètes qu'on leur montre pendant la première après-midi. Et donc, évidemment, on leur dit, mais au point de départ quand même de l'histoire, ayez un minimum de technique pour savoir taper des prompts. Sachez que ce n'est pas la même technique que de taper une question ou quelques mots-clés dans Google. Et donc, vous devez apprendre des choses. Donc, on passe en revue tout ce qui est prompting. On passe en revue tout ce qui est GPT, assistant, workflow. Donc, c'est des enchaînements de tâches, les agents IA, des outils SaaS intégrés. Et ensuite, le lendemain, la deuxième matinée est consacrée à leur exposer une méthode de priorisation des cas d'usage à leur disposition dans le cabinet. Et donc, on va leur demander de nous exposer quelles sont les tâches qui leur posent le plus de problèmes. Et on va leur demander, ou en tout cas leur donner une méthode pour organiser, ordonner le fait de choisir plutôt certaines tâches qu'on va automatiser grâce à l'IA, plutôt que d'autres, en fonction de certains critères. Derrière ça, on conclut le deuxième jour, la matinée, par un certain nombre de choix, hein, et on leur explique que tout ça sera suivi dans le temps par des missions, en tout cas des visioconférences à distance de 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans certains cas régulières, tous les mois, pour faire monter en puissance l'expérience, pour surveiller les indicateurs, pour surveiller la satisfaction des clients liés à cette implémentation d'outils. Hein, par exemple, si demain vous lancez le robot conversationnel auprès de vos clients, je pense que vous serez extrêmement curieux de savoir comment ils reçoivent ce genre d'appel. Est-ce qu'ils ont détecté que ce n'était pas un être humain? Est-ce que s'ils détectent que c'est un robot, effectivement, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils répondent aux questions du robot? Est-ce que ça les agace ou au contraire, ou même est-ce que ça les... Hein, ce sont des choses qu'on essaye d'évaluer et donc on a tout un suivi qui se met en place au fil du temps de façon à ce que on puisse quand même voir si la direction qu'on a prise et les choses qu'on a mises en place fonctionnent, sont réussies et donc s'il y a aussi une motivation, une émulation au niveau de vos collaborateurs pour continuer à les mettre en service. Bon, on verra le principe du robot conversationnel, on en parlera un instant en fin de webinaire si vous voulez bien. Alors, bon, moi ce que je fais généralement, c'est que je leur explique un petit peu ce que j'ai fait avant et pourquoi j'en suis arrivé à même créer une petite start-up, puisqu'on a fait une création de start-up qui s'appelle Xperia, avec une vingtaine d'associés, tous experts comptables. Ça, peut-être que je vous en toucherai un mot aussi si vous en êtes curieux, hein, puisqu'on a fait une première levée de fonds. On va sûrement en faire une seconde, on va dire, avant que vous soyez trop pris dans la période fiscale. Donc, on va lancer en février maximum, parce qu'après, à partir du mois de mars, on se doute bien que mars, avril, mai, juin, presque jusqu'en juillet, vous serez plus disponible. Donc, on va avancer vers ça. Voilà. Donc, j'explique quand même aux collaborateurs d'où je viens, ce que je fais et pourquoi je peux être à peu près légitime, en tout cas sur le sujet
de l'IA. Je leur explique quand même aussi que c'est une grosse vague qui arrive, hein, qu'elle a démarré il y a 2 ans, déjà 2 ans, et que, cette IA est devenue publique et que c'est assez dingue, ce qu'elle arrive à produire. En même temps, je leur dis aussi, malgré tout, que ça va assez vite, voire très vite, et je leur dis que malgré tout, sans leur faire peur, hein, parce qu'évidemment, on essaye d'éviter ce phénomène de: «Ouh là, sauf qui peut, il faut vite, sauter de la barque parce que ça va mal». J'aurais dit: «De toute façon, la problématique de l'IA, c'est que vous pouvez changer de cabinet, vous pouvez changer de secteur, vous pouvez partir en entreprise, l'IA sera partout». Donc, où vous alliez, le problème n'est pas de changer d'endroit, vous êtes sûrement très bien là où vous êtes. Le problème, c'est surtout de vous accaparer la technique pour surtout pas en être victime, hein, on en reparlera, mais c'est un sujet qui a été débattu, dans les 2 cabinets que j'ai traversés là ces derniers 15 jours. C'est que certains collaborateurs me disent: «Ouais, mais bon, là, c'est quand même un peu inquiétant pour nos postes de travail». Ben, oui, mais en même temps, quelque part, c'est important que ce soit, comment dire? Que ce soit, intégré par le collaborateur de façon à ce que vous ayez la capacité, hein, quelque part de vous acculturer à cette IA, de vous en emparer et que ça devienne une force pour vous. Voilà, donc derrière ça, je leur ai expliqué qu'à l'époque, je m'étais amusé et ça, certains qui ont vu nos webinaires les premiers de novembre peut-être 2023 ou janvier 2024, j'avais expliqué qu'à l'époque, je m'étais amusé à scanner des factures, à mettre un petit fichier Excel avec des comptes, de tiers, des comptes fournisseurs et que le logiciel avait su me faire quasiment des écritures bancaires, écritures comptables, pardon, qui étaient à peu près correctes. Je dis bien à peu près parce qu'elle n'était pas tout à fait. Je pense qu'il y a un compte de TVA qui n'était pas bon, mais en tout cas, elle avait fait à peu près un travail à débit-crédit avec un compte de classe 6, un compte de TVA, un compte de tiers, et c'était presque juste. Bon, mais c'était il y a 1 an et demi. Et donc, je leur ai expliqué que l'IA était capable de faire des choses, peut-être même en dehors des outils traditionnels qu'on voit dans un cabinet. D'ailleurs, je vous montrerai un exemple tout à l'heure aussi d'autres choses qu'on a réalisées. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, on sort du cadre, hein, on sort du cadre, et ça, c'est aussi un discours qui est revenu, très souvent dans ce que je leur ai dit. Je leur ai dit: «Attendez, aujourd'hui, on va essayer de s'affranchir des contraintes, des barrières mentales, de nos limites, qui font qu'on n'ose pas aller vers des choses, parce qu'on pense que c'est pas possible. Avec l'IA, aujourd'hui, c'est devenu quasiment possible ou beaucoup de choses sont devenues possibles». Alors, évidemment, la question rituelle, c'est l'IA, c'est quoi? C'est méchant? C'est gentil? Bon, quelque part, l'idée était de leur expliquer que de toute façon, l'IA, elle est déjà dans leur vie, hein, au travers des SMS, au travers d'un outil comme Waze, par exemple, au travers d'outils d'OCR que vous utilisez déjà depuis un moment. Dans Google, tous les algorithmes de recherche de sites sont basés sur de l'IA. Dans Amazon, c'est pareil, hein, quand Amazon fait de la recommandation de bouquins ou d'autres choses, quand vous achetez quelque chose chez eux, bah, c'est de l'IA qu'il y a derrière. Voilà, il y a plein de choses. Bon, j'ai cité l'exemple de Dext, d'ailleurs, qui a été racheté récemment par les fonds d'investissement, je crois, britanniques, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça, mais ils ont été rachetés, je sais plus par qui, par Iris, ouais, par Iris. Iris Software, je crois. Donc bon, ça continue, je vous le dis au passage, parce que même une boîte comme Dex, qui était sûrement une boîte qui faisait déjà des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a été rachetée elle aussi. Voilà, et puis donc en 2022, un peu plus tard, l'IA s'est démocratisée via OpenAI, donc ChatGPT, et donc là, on est rentré en plein dans le cycle qui a démarré à ce moment-là. Alors c'est vrai que je leur rappelle quand même que le mot intelligence en anglais veut dire information et pas intelligence. Intelligence, elle est fausse en réalité en français, hein, c'est de l'information qu'on traite, donc c'est de la data.
Et ça, on sait que la data, c'est le nerf de la guerre de l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est technologie, réseau de neurones profonds, et cetera. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour leur expliquer que c'est surtout un traitement de la data, l'intelligence artificielle, et il faut apprendre à traiter cette data, il faut apprendre à interroger les IA génératives pour récupérer des informations intéressantes ou pour faire des traitements qui peuvent intéresser les collaborateurs. Donc c'est vrai que ChatGPT, c'est quelque part une révolution, non seulement technologique, mais aussi un changement de paradigme. Donc on leur a expliqué que ben, c'était très nouveau, que ça allait accélérer beaucoup de choses, que ça allait leur donner des possibilités d'automatiser des tâches beaucoup plus que ce n'était le cas jusqu'à présent, y compris, encore une fois, en dehors des outils de production comptable ou autres, que c'était un changement de paradigme aussi, parce que c'était un changement de façon de raisonner aussi, que ça avait des capacités, mais également des limites, voire des dangers. Donc tout ça, on l'a évoqué. Et donc, l'une des clés de l'histoire, c'est de se dire, c'est la façon de savoir demander quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à l'époque Google, qui est quand même pas très vieille, hein. Moi, je l'ai peut-être dit dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de 10 informations, je vais 9 fois dans ChatGPT ou une autre IAG, et je vais peut-être une fois dans Google, et encore. Donc j'ai totalement inversé ma façon de travailler, de chercher de l'information et même de travailler tout court depuis l'avènement de l'IA générative. Et ça, je pense que les collaborateurs également seront dans cette mouvance-là à un moment donné, quand ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux déjà. Donc voilà, OpenAI a fait sortir en quelque sorte le génie de la lampe, hein, et sauf qu'il faut savoir quand même manager un peu le génie, parce qu'il peut aussi vous faire des farces et devenir un lutin qui vous raconte des cracks un petit peu. Alors, il y a une phrase qui a beaucoup circulé déjà au niveau communication, c'est l'IA ne remplacera pas les comptables, mais les comptables dotés, hein, d'une expérience en IA remplaceront les autres comptables. Ça, je pense qu'on en est à peu près tous d'accord, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer pour justement rassurer quand même les collaborateurs, mais en même temps leur donner un sentiment d'urgence, hein, donc à la fois ne pas leur faire peur, mais leur donner quand même une motivation via ce sentiment d'urgence qui dit, si vous voulez rester employable dans un cabinet comptable, mais même employable en général, même dans d'autres secteurs, si vous ne mettez pas à l'IA, c'est comme si vous n'étiez pas mis au PC, à la souris et à Windows, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un cabinet en disant, écoutez, je ne sais pas me servir d'un ordinateur, vous n'avez plus votre place, quoi. Aujourd'hui, c'est impossible. Même tout le monde a un PC, tout le monde ou un Mac dans un cabinet. On peut plus travailler sans ces genres d'outils. On peut plus travailler sans Internet. Il y a des choses qui sont des incontournables. Et l'IA va devenir extrêmement vite un incontournable. Donc voilà, je pense qu'il faut que les collaborateurs prennent conscience que c'est le danger serait pour eux de pas aller dans l'usage de l'IA et de pas aller dans cet apprentissage nécessaire pour s'accaparer les choses. Alors après, effectivement, il y a une chose qui est, alors c'est pas toujours l'ADN majoritaire de tout le monde, c'est le côté un peu créativité, imagination, hein. Je pense que l'IA, et ça je l'ai aussi répété en boucle pendant 2 jours aux collaborateurs, je leur ai dit: «Écoutez, chaque fois que vous allez faire quelque chose, dorénavant, demandez-vous si l'IA peut pas la faire plus vite, plus efficacement, avec plus d'intérêt pour vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Hein. Il faut que vous en soyez conscient. L'IA peut vous donner des choses, souvent une discussion d'un quart d'heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure, mais ça peut être un peu plus, par des questions-réponses, et vous reposez des questions sur la réponse, et cetera, et vous creusez un sujet. Ça peut être extrêmement riche, extrêmement rapide pour vous accaparer un savoir-faire crédible, que vous avez pu valider, hein, sur des sources pertinentes. Mais c'est des choses, vous auriez fait ça dans Google, vous passiez 2 jours, quoi. Là, en l'espace d'un quart d'heure ou d'une heure, vous pouvez faire un travail remarquable d'auto-formation sur les sujets qui vous intéressent. Alors, une petite référence à ce qui se passe aux États-Unis, hein, il y a toujours, au mois de décembre de chaque année,
le congrès des DCPA, donc les experts comptables américains digitalisés. Donc là, c'est la DCPA 2024. Et donc, il y avait 3 stats qui ressortaient du discours introductif, je crois, du directeur de cette organisation. C'est que, 71% on va dire des experts comptables estiment que l'IA apportera des changements substantiels dans leur domaine. Donc ça, effectivement, je pense que ça y est, il y a eu la prise de conscience qui s'est vraiment faite en 2024. Moi, je me rends compte qu'en 2023, quand j'en parlais, parce que j'ai commencé quasiment au tout début, je parlais un peu dans le vide. Je crois que personne me prenait au sérieux, personne n'avait bien pigé ce qu'était l'IA et ce qui arrivait. Je crois qu'aujourd'hui, les cabinets ont fait cette prise de conscience. Ils sont intéressés d'avancer là-dedans. Ils savent pas trop par quel bout le prendre, hein, et c'est quand même aussi l'objet de la façon que je vous expose aujourd'hui pour lancer les choses de façon à la fois naturelle, mais également efficace. Voilà. Donc ça, je pense que cette prise de conscience est faite aujourd'hui. L'IA est aussi un avantage concurrentiel, hein. Donc là, 2 tiers des experts comptables voient l'IA comme un levier stratégique. Et alors là, je peux que renforcer et me dire en adéquation avec cette information-là, parce qu'elle permet de faire des tas de choses qui étaient carrément impossibles, quoi. Et ça, je le dis depuis le début, c'est à la fois un gain de productivité très très important, mais également un gain de valeur potentiel, lui aussi également important auprès du client. Et les clients, sachez-le, ils vous attendent sur des services, du conseil, plein de choses. Bon, j'ai dit en introduction que peut-être certains étaient déçus aujourd'hui, notamment dans les cabinets où il y a beaucoup de turnover. Et ça, c'est un vrai problème, hein. Faut pas le minimiser. C'est pas qu'un problème interne pour vous en tant que dirigeant du cabinet, c'est aussi quand même un problème mal ressenti par les clients qui en sont victimes. Ensuite, attirer et retenir les talents grâce à l'IA, ben, c'est vrai que quand vous commencez à utiliser l'IA, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait avec les cabinets AECB et Matran. On a beaucoup parlé de la suite, hein, et la suite, c'est si on abandonne 15, 20, 30% du temps qui était consacré à des appros, à de la tenue, à des traitements divers et variés, parce que ça va être robotisé au profit de la valeur, à savoir sortir des tableaux de bord annuels, sortir des tableaux de bord périodiques, mettre en place une gestion de trésorerie, faire du contrôle de gestion. Ces 4 sujets-là, on en a parlé avec les 2 cabinets de 10 personnes qui sont motivés pour aller vers ça. Donc on a discuté un peu stratégiquement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il faut demain peut-être créer une structure à part, ex nihilo? Est-ce qu'il faut racheter une structure avec des professionnels qui existent déjà et les alimenter avec les clients? Donc, est-ce qu'il faut créer ça de toutes pièces? Donc, dans chacun des cabinets, des 2 cabinets que j'ai vus ces derniers 15 jours, bon, en fonction des ressources humaines qui étaient en place, il y avait des possibilités différentes d'un cabinet à l'autre, mais en tout cas, des 2 côtés, que ce soit Frédéric Barthaud, que ce soit Sabine Matran, les 2 sont motivés pour effectivement évoluer vers ça, hein, et se servir de l'IA comme justement d'un outil pour non seulement gagner du temps, donner plus de choses aux clients et effectivement fidéliser les gens, fidéliser les collaborateurs, les équipes avec des choses plus intéressantes. Alors, une petite chose, ben, Fabrice Evrard qui est présent là-bas avec Stéphane Reynaud et d'autres experts comptables, disait, ben voilà, on entre dans une ère de changement significatif, hein. Aux États-Unis, l'évolution est encore plus rapide, donc il faut se dire qu'ils ont un important temps d'avance. Et pour eux, il y a 4 axes clés. Donc on retrouve un peu ce que j'ai dit juste avant. C'est le changement administratif, bon, arriver à aider les gens à évoluer dans les méandres des normes, des réglementations, des contraintes diverses et variées, fiscales, etc. C'est justement la législation fiscale pour l'année prochaine. C'est aussi de la prévision des activités commerciales.
Donc c'est la prévision de chiffre d'affaires et là on se rapproche de l'idée du prédictif que j'ai évoqué déjà les dernières fois, hein, on y travaille nous en ce moment et c'est, aider stratégiquement, les clients à développer leur activité en leur donnant peut-être de meilleures informations, en les aidant, au niveau de leur stratégie et cetera et là encore, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens au-delà d'experts comptables qui, dans le cabinet, soient capables d'avoir cette culture nécessaire pour faire ce genre de discussion avec les clients. Et si les collaborateurs passent un peu moins de temps dans la production et un peu plus de temps à acquérir une culture d'entreprise et à mesure de leurs affinités, à parler, je vous dis, de trésorerie, de pilotage, de contrôle de gestion, de tout ce que vous voulez, de fiscalité ou de social, ben, tant mieux, parce que là, il y a du développement à faire. Et je pense que ça fait partie effectivement des tendances extrêmement émergentes qu'on va constater. Alors, bon, les usages courants, donc on partage avec les collaborateurs les usages qu'on voit le plus souvent se dessiner dans les entreprises, hein. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé abondamment dans des webinaires précédents. Donc ça intéresse les collaborateurs de voir quand même la variété de ce qu'on peut arriver à faire. Hein, je vous l'ai dit, ce qui évolue très vite et très fort en ce moment, c'est tout ce qui est vidéo, création de vidéo. Aujourd'hui, on met un prompt. Je vous en ai montré un exemple il y a un ou deux webinaires en arrière. On crée des prompts en créant une sorte de script comme un petit film. On le lâche à l'IA et l'IA est capable de vous fabriquer quelques minutes de vidéo. Il y a même des choses qui sont vraiment beaucoup plus perfectionnées que ce que je vous dis là. Et donc ça permet de faire demain, je sais pas, des pubs, de faire un outil de communication pour embaucher des gens, pour faire passer des idées. Voilà, c'est quand même assez étonnant qu'on puisse faire ça. Donc la vidéo, la voix, hein, tout ce qui est vocal, avec éventuellement l'usage d'un téléphone portable ou d'une tablette ou d'autres choses, ou même d'un PC, hein. Je dirais saisir du texte, entre guillemets saisir en le dictant à la voix, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, ça va 3 à 6 fois plus vite quand même. Donc ça peut être là aussi un gain de productivité très important. Et évidemment, année 2025, c'est vraiment l'année des agents IA qui vont être capables de fabriquer des choses, de gérer des workflows complets avec des agents chefs et des agents exécutants en dessous, en coordination. Ça, c'est moi, je travaille depuis 3-4 mois là-dessus. C'est complètement fou, quoi. Voilà, donc ça va arriver à vitesse grand V. Alors, évidemment, on leur parle un petit peu des différents intervenants sur le marché, aux collaborateurs, pour qu'ils voient un petit peu la variété également des outils, sachant que ChatGPT tient toujours la corde, mais que ces autres intervenants, qui sont pas complets, hein, d'ailleurs, dans mon schéma, sont en train de courir, voilà, de temps en temps dépasser un peu OpenAI et puis après de repartir derrière. Et donc là, il y a quand même beaucoup de créativité pour amener des fonctionnalités différentes sur le marché. Voilà. On leur explique que les IA les plus importantes aujourd'hui, ou en tout cas les plus intéressantes aujourd'hui, sont ChatGPT, Perplexity et Claude, a priori. Il y en a d'autres hein, qui ont d'autres qualités. Mais là, déjà, quand on joue sur ces trois-là, on a quand même un panel de possibilités qui est quand même extraordinaire et qui permet donc de travailler sur de la data, du code, des images, du texte, etc., etc. Important aussi, on leur explique la différence entre un système déterministe qui est la logique des outils jusqu'à maintenant. Par exemple, un outil comptable, dans un outil comptable, 1 plus 1, ça fait forcément toujours 2. Dans une IA générative, 1 plus 1, ça peut faire 3 des fois, ou ça peut faire 1,5. Donc il faut s'en méfier un petit peu. Mais l'IA a des capacités que le système expert, qui est beaucoup plus borné quelque part, ne pourra pas reproduire, quoi. Donc chaque typologie d'outils a ses capacités. C'est vrai que le système expert, c'est très rassurant parce que ça dérape pas, ça peut pas vous raconter de bêtises, etc. Mais c'est 1000 fois plus limité que la partie générative qui est basée sur des probabilités et sur de la data. Voilà, chacun a ses qualités, mais on s'aperçoit que la partie probabiliste va prendre le pas sur la partie déterministe. Donc ça, c'est des choses qu'on explique aussi aux collaborateurs pour qu'ils comprennent
à la fois les qualités de l'un et de l'autre, mais également les dangers, les risques éventuellement de l'IA. Donc on leur a expliqué aussi dans ces 2 jours, l'évolution, leur évolution, qui partent des prompts, qui vont vers des prompts un peu plus sophistiqués, des GPTs, des workflows, des agents IA, et cetera, jusqu'à des plateformes qui pourraient demain venir dans votre cabinet, être sur votre serveur pour que vous puissiez interroger l'IA avec, des questions, avec, le chargement d'un FAQ, le chargement d'un bulletin de paye, et cetera, et cetera. Sachant que si l'IA, est intégrée chez vous, ce qui est possible, ça veut dire que l'aspect confidentialité, sécurité et cetera est mieux respecté que si vous lancez quelque chose, sur internet. Parce que là, très sincèrement, même dans, un abonnement Team, par exemple chez OpenAI, bon, même s'ils vous garantissent que l'IA ne sera pas partagée, bon, on peut légitimement, avoir quelques doutes, hein, parce que ces boîtes-là ont des besoins de data, colossales pour tester et faire progresser leur modèle et donc il y a de fortes chances qu'ils se servent de toutes les datas qu'on leur donne, quoi. Voilà et donc j'ai cité, pour qu'ils comprennent, que ce soit clair aussi, qu'il y a des robots différents. Ça peut être des robots de production, ça peut être des robots comme le robot URSAF ou le robot, CFE qui sont et les 3 sont basés sur de la RPA, donc de la Robotic Process Automation et de l'IA. Donc les 3 s'alimentent de ça pour, automatiser, des processus, par exemple. Et puis il y a le robot conversationnel, par exemple, là, qui est un mix de SAS, de no-code et d'IA. C'est encore autre chose. Bon, voilà, chaque type de robot, a ses capacités propres, hein, et peut faire des choses complémentaires. Et on peut arriver à avoir des workflows dans lesquels on a tous ces sujets-là. Par exemple, si on va dans un outil comme Pilot Guard, on a une interface en SaaS, on a au cœur, en dessous du Power BI, mais qu'on va mettre en mode SaaS aussi, on a de la RPA, on a du no-code, on a de l'IA. Bon, ça explique que les tableaux de bord sortent pas comme ça à la seconde une fois qu'on a validé, mais voilà, c'est encore autre chose. Alors, c'est vrai que sur les prompts, généralement, on leur rappelle tout ce qui est important, à savoir que quand on pose une question, il faut s'attendre à avoir des réponses maintenant qui peuvent être sous forme de citation, hein, dans ChatGPT ou avec des sources qui sont complémentaires dans un encadré. Donc, sur la droite de l'écran, on peut ouvrir ces citations-là et avoir la liste de tout ce dont s'est servi l'IA pour donner des réponses, hein, et en ça commence à ressembler un peu plus à Google. C'est un peu un pas entre Google et Perplexity, hein, Perplexity qui était un mix pur entre Google et l'IA. Voilà et ça permet donc, de montrer ces citations d'une part et des résultats de recherche, d'autre part pour, aider le modèle à vous répondre. Voilà. Donc, il faut distinguer un petit peu les 2 notions, mais ça fait partie encore une fois de la culture qu'il faut appréhender pour être parfaitement opérationnel avec la technique du prompting et ces outils d'IA générative. Important aussi, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rappelé aux collaborateurs que pour faire un prompt de très bonne qualité, il faut, lui donner une structure en grosso modo 7 points, hein, rôle, tâche, objectif, contexte, tonalité, contrainte et format et donc une fois que les gens ont compris ça, ils vont faire des prompts de meilleure qualité et ils obtiendront des choses, des réponses qui seront beaucoup plus intéressantes avec des prompts structurés. Je leur ai indiqué qu'on pouvait même avoir un prompt qui faisait 5 pages Word, c'est possible, à condition qu'on ait une très grosse demande à émettre auprès de l'IA, sachant qu'après, il y a quand même un risque que l'IA fasse pas tout le travail qu'on lui demande et surtout, il y a un risque que le prompt, s'il n'est pas bien structuré avec des balises, et cetera, ça soit un peu du gloubi-boulga pour l'IA et elle risque de vous répondre un peu à côté de la plaque. Donc, on peut faire des prompts très importants qui font plusieurs pages, mais là, il faut qu'ils soient extrêmement structurés et qu'ils répondent à des règles extrêmement précises. Alors, on a montré aussi, parce que je voulais à un moment donné qu'ils puissent voir des exemples en permanence qui pouvaient voilà, leur donner des idées. On a fait en sorte de poser des prompts voilà, assez structurés, voilà, rôle, contexte, détail, structure, ton, etc.
Et donc, à un prompt comme ça, qui est quand même assez, alors c'est du copier-coller pour, pouvoir l'amener d'un coup, dans cette forme-là à l'IA, on s'aperçoit que donc vous aurez ces liens-là, si vous voulez. On s'aperçoit qu'en fonction de si on fait ça dans ChatGPT ou si on fait ça dans Perplexity, on a à peu près quand même les mêmes réponses, mais pas tout à fait dans la même forme. Et parfois, certaines IA sont plus compétentes ou en tout cas plus agréables au niveau de la restitution que d'autres. Donc vous avez intérêt peut-être à vous servir de l'un ou de l'autre. On parlera des GPTs tout à l'heure, mais c'est aussi une façon de faire une interrogation sur des choses qui sont basées, non pas sur toute la base de connaissances mondiale qu'on a sur Internet, mais éventuellement uniquement sur une base de références sous forme de documents PDF, par exemple, qui peuvent être des documents purement fiscaux, sociaux, juridiques, etc. Et là, l'IA va aller travailler uniquement sur ces dossiers de référence. Et ça, c'est le propre des GPTs que de faire ça. Donc ça aussi, on l'a montré aux collaborateurs. On leur a d'ailleurs, je vous montrerai après, montré des exemples qui existent dans la profession. Voilà. Autre chose aussi qui est assez surprenant, c'est quand vous prenez une sorte d'inventaire je sais pas, d'un restaurant ou d'un bar, on va dire c'est l'inventaire d'un bar, par exemple ici, qui est écrit à la main. L'IA va être capable, en le scannant, et pourtant c'est un scan où la page est un peu inclinée sur une table, donc c'est pas merveilleux, merveilleux au niveau qualité. Bah, l'IA, elle est capable d'extraire les données avec un prompt un peu structuré, et généralement on a 90-95% de taux de reconnaissance. Donc si ça, avant vous obligiez le collaborateur à le ressaisir dans Excel ou des choses comme ça, avant de faire quelque chose dessus, ben là, pour le coup, je vous dis, avec un coup de scan, on récupère ça dans une feuille Excel et on peut l'exploiter après pour en faire quelque chose. Voilà, là, c'est pour faire un inventaire, par exemple. Bon, on peut très bien se faire aussi un résumé d'un document important, que ce soit un document de 100 pages, de 300 pages, de 500 pages. Là, je vous conseille plutôt Claude, c'est vraiment le meilleur outil pour faire des synthèses de gros documents acrobates. Bon, ChatGPT sait aussi le faire, mais un peu moins bien. Puis des fois, il cale un peu quand on a des très très gros documents. Des fois, il refuse carrément, ou alors il va mettre un peu de temps et la qualité sera peut-être pas au rendez-vous toujours, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce que j'ai montré également, c'est qu'on peut aussi présenter un bout de tableau Excel comme ça et lui dire, voilà, j'ai 2 années de chiffre d'affaires réparties mensuellement sur une société. Est-ce que tu peux me les commenter? Et donc là, on peut lui amener un prompt de ce type-là et l'IA va être capable de dire, ben voilà, j'analyse que, je sais pas, le cumul de l'année 2024 est inférieur, par exemple, au cumul de l'année 2023, donc il y a une baisse de X%. Et en plus, il y a certains mois qui se comportent un peu bizarrement en 2024, donc les voilà. Bon, évidemment, comme il n'y a pas plus d'informations, l'IA ne peut pas interpréter les chiffres, mais elle peut remarquer qu'il y a des séries, il y a une évolution qui est éventuellement moins bonne dans une année que dans l'autre, et il y a également des mois qui sont un peu atypiques par rapport à la tendance des autres mois de la même année. Évidemment, quand on a ça, si jamais on a des informations issues du CRM du client qu'on peut amener hein, avec le petit trombone dans ChatGPT, par exemple, pour croiser la data, ben ça, c'est tout à fait imaginable que l'outil puisse, pour le coup, dire, bah, tiens, là, par contre, je peux remarquer que en termes de chiffre d'affaires, vous avez une grosse baisse sur un client qui était l'un des clients de votre top 20, comme on le montre nous dans notre tableau de bord de Pilotguard. Et voilà, ce client qui faisait avant 452 000 euros l'année dernière ou en 2023, on fait plus que 315 000 cette année. Donc là, il y a une baisse significative à expliquer, etc. Et donc voilà, ça si vous fournissez plusieurs fichiers à l'IA, elle est capable de faire des analyses croisées sur tous ces fichiers-là. Donc ça, on l'a montré aussi aux collaborateurs parce que voilà, ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir ce genre d'outils pour travailler. On leur a parlé évidemment de l'analyse d'un FEC hein, qui potentiellement est jouable facilement. On leur a déconseillé de mettre des FEC non anonymisés directement dans une IA générative, bien sûr, mais voilà, on leur a dit que s'il était anonymisé
ou si on était sur un serveur du cabinet, sur une IA propriétaire, on pouvait, éventuellement, avoir une demande, avec un questionnement très précis sur le FEC. Et voilà, vous avez à l'écran quelques cas d'usage possibles d'analyse sur le FEC. Et encore une fois, l'idée, c'était de montrer beaucoup de variétés de ce qu'on peut faire sur l'analyse d'un FEC grâce à l'IA. Alors, sachez que, hein, et pour ceux qui ne le savent pas encore, que Pilot Guard sait faire pas mal des choses qui sont dans ce document. Alors, pas tout, hein, de la partie audit, la partie analyse prédictive, c'est prévu. La partie détection de fraude et d'anomalies, ça, pour l'instant, non, mais c'est plutôt l'objet d'outils de commissariat aux comptes, par exemple. Après, il y a des choses qui viendront, comme le comparaison avec des moyens sectoriels ou des choses comme ça, on le fera bientôt. Voilà, donc ça, c'est possible, hein, dans Pilot Guard et de plus en plus, on pourra faire des choses. Alors, je voulais simplement rappeler que l'idée aussi, de ce qu'on veut amener, et on en a parlé aux collaborateurs, ça les a séduits quand même, je pense, c'est qu'on leur a dit: «Vous savez, le robot, bah, c'est bien, quand il a fait une analyse, d'un FEC, qu'il a sorti un tableau de bord, qu'il a sorti des commentaires, par exemple en version annuelle, si demain vous avez un tableau de bord, périodique sur vos clients, pour le coup, les robots, ils vont être capables de dire: «Ouh là, alerte, ce client-là, son chiffre d'affaires baisse depuis 3 mois en continu, ou sa marge est en train de s'effondrer, ou je ne sais quoi». Et donc ça va permettre aux robots d'alerter très vite l'expert comptable, de mettre en copie le collaborateur en charge du dossier, et peut-être avec le robot conversationnel, d'appeler le client pour prendre un rendez-vous. Et là, le cabinet change de dimension, parce qu'aujourd'hui, vous aviez tendance à n'intervenir qu'au bout d'un nombre de mois important, au moment du bilan, pour donner un peu la santé de l'entreprise, mais peut-être que le client, il a besoin qu'on intervienne beaucoup plus tôt, en réaction à une dégradation de ses performances. Et là, pour le coup, c'est là où je pense que l'IA peut extrêmement, vous donner des capacités et comme on dit, des super pouvoirs. C'est que là, vous allez pouvoir réagir immédiatement ou quasiment immédiatement à ces dégradations, et donc aider les clients et peut-être même les sauver, ne pas attendre 12 mois ou 15 mois que la situation continue de se dégrader et que le client se retrouve au tribunal de commerce. Voilà, ça aussi, c'est notre logique, de CRM au cœur de Pilot Guard, de robots conversationnels au cœur de Pilot Guard, et donc de stockage d'informations, de suivi du client, de relation avec le client et tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va amener progressivement. J'aimerais que ça arrive, déjà tout de suite maintenant, mais voilà, on a besoin de temps pour mûrir un peu toutes ces options, et on est en train d'y travailler actuellement. Voilà, donc c'est vraiment une ouverture, comme je disais, dans mon petit carré, jaune là à gauche, une ouverture vers le conseil. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez en place des tableaux de bord périodiques sur vos clients et qu'on a de la détection avec les robots, par exemple, bah, ça permet aussi, alors tableau de bord périodique, c'est déjà quelque chose à vendre, hein. J'ai remarqué que dans les cabinets, on avait trop tendance à le sous-vendre au niveau tarification, hein. On est souvent entre 50 et 100 € par mois pour un tableau de bord périodique. Sachez que vos amis et concurrents, que sont des DAF externalisés, par exemple, vendent ça plutôt entre 100 et 500 € par mois. Alors, ils vendent plus cher, certes, mais ils amènent d'appui, hein, ils amènent souvent un rendez-vous, un commentaire, et cetera. Ça, c'est quelque chose sur lequel, j'ai longuement parlé, aussi aux collaborateurs, mais aussi aux associés que j'ai vus, ces 2 dernières semaines. Je leur ai dit: «Attendez, pour certains de vos clients, vous produisez des tableaux de bord à forte valeur ajoutée qui leur donnent beaucoup d'informations. On pourrait mettre plus d'informations, mais déjà ils ont une information. Vous constatez des choses, vous leur envoyez le truc et vous leur dites, en gros, en subliminal: "Débrouille-toi. Voilà, je t'ai fait le truc, débrouille-toi"». Mais non! Non, ça c'est le début de la fin, ça. Ça, balancer le truc au client en PDF et dire: «Bah, le client, ça y est, il a son tableau de bord», c'est non. Et sinon, vous serez remplacé par des robots si vous faites ça. À un moment donné, il faut commenter. Alors c'est pour ça qu'on a fait la vidéo avec l'avatar, parce que c'est presque un commentaire en réalité. Même si c'est un peu artificiel évidemment, c'est mieux que de balancer le truc sans rien.
Bon. Alors, le pire, c'était d'envoyer des trucs sans commentaire. Bon, s'il y a les commentaires, c'est encore mieux qu'il y ait la vidéo. Et s'il n'y a pas la vidéo, c'est encore mieux que ce soit vous qui commentiez en live, peut-être en visioconférence, hein, pour gagner du temps. Mais n'envoyez plus jamais des tableaux de bord qui sont balancés comme ça aux clients, sans le moins de commentaires, et surtout sans dire bon, ben là, il y a quand même un problème quelque part, il faut qu'on se voit, il y a sûrement une chose à mettre en place chez vous, etc. Le tableau de bord périodique est un outil pour vendre d'autres choses. Donc, c'est déjà un outil qu'on peut vendre. Voilà, plutôt entre 100 et allez, dans un cabinet, moi je dirais qu'entre 100 et 200 € déjà, ça serait déjà très bien. Et 200 €, ça fait 2 400 €. Ça double quasiment les honoraires moyens d'un dossier en France. Aujourd'hui, un dossier moyen, il est à 2000-2005, quoi. Voilà. 2 400 €, vous doublez la mise, là, déjà. Et si en plus le tableau de bord périodique vous permet de vendre encore des choses en plus, bah, c'est encore des choses qui vont arriver et ça sera peut-être pas du récurrent, ce sera peut-être du conseil ponctuel, mais vous avez l'occasion d'en revendre tous les ans. Parce que tous les ans, il y a de nouvelles problématiques qui arrivent auprès de vos clients et tous les ans, ils ont besoin de vous pour faire d'autres choses. Donc, dites-vous que vraiment, ces tableaux de bord périodiques, demain, c'est une véritable arme, hein, et c'est pour ça qu'on les a mis en œuvre dans Pilot Guard. C'est une véritable arme à la fois pour déjà vendre du récurrent et en plus pour vendre d'autres prestations de conseil. Euh, Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que si demain vous n'avez pas ou peu de tableaux de bord périodiques, mettez-en 4 ou 5 ou 10 en place chez des clients. Dites-leur écoutez pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Bon, pas faire ça pendant un an non plus, mais dites-leur allez pendant 3 mois, c'est gratuit. Je vous mets en place quelque chose. Euh, on fera au moins un rendez-vous sur ces 3 mois et je vous dirai voilà ce qu'il en ressort et peut-être des choses qu'il y a à faire pour améliorer votre performance, pour améliorer votre sécurité de l'entreprise, sa pérennité, son développement et tout ça. Et là, vous allez vraiment devenir ou redevenir le conseil numéro un que vous voulez être, hein, parce que là, le client, il va être intéressé par votre intervention. Mais les tableaux de bord qu'on balance comme ça en PDF, par email et tout ça, sincèrement, il faut arrêter ça, quoi, hein. C'est un désastre. C'est un désastre. Alors, qu'est-ce qu'on leur montre aussi? Bon, et on leur parle un peu évidemment de Pilot Guard, on leur explique un petit peu ce qu'il y a dedans, le tableau de bord, le rapport commenté, la vidéo, etc., et puis ce qui va arriver plus tard. Donc ça les intéresse. Alors, j'ai également, mis en scène notre ami Vincent Lacombe qui a enregistré une vidéo très intéressante. Je pense que vous aurez le lien. Il doit être, bon, s'il n'est pas marqué ici, hop, je ne vais pas le lancer parce que sinon, hop, on va passer 10 minutes. Non, peut-être pas tout à fait, mais il a fait une intervention à l'Académie des sciences techniques et financières, ou financières et comptables, il y a quelque temps. Et c'était très intéressant. Donc, j'ai passé cette vidéo dans les deux cabinets. Les gens ont vraiment beaucoup écouté, hein, les collaborateurs ont beaucoup écouté parce que c'était très intéressant. Ils parlaient des capacités de l'IA, mais ils parlaient aussi des pièges de l'IA. Et les gens étaient très attentifs à ça. Ça les a vraiment beaucoup intéressés. Donc, vous aurez dans le diaporama le lien. Si vous ne l'aviez pas vu, cette vidéo, vous la regarderez sûrement vous aussi avec intérêt. Voilà. Et après, on a été aussi sur d'autres applications pratiques. Donc là, on a beaucoup parlé de prompts pour répondre à des problématiques. Déjà, avec des prompts, quand vous donnez la capacité aux gens de créer des prompts de bonne qualité, je vous donnerai un exemple tout à l'heure qu'on a fait la semaine dernière au cabinet Matran à Brest. Enfin, c'était pas la semaine dernière, c'est cette semaine d'ailleurs, en début de semaine. On a fait un exercice auquel je me suis livré que je n'avais jamais fait. Et je me demandais si ça allait réussir. Je pensais que ça avait une possibilité de réussir. Je n'en avais aucune certitude. Et en fait, on l'a fait. Et je pense que les collabs étaient un peu scotchés qu'on a réussi à faire ça. Je vous garde la surprise de ça tout à l'heure. Les GPTs, j'ai expliqué, bon, voilà, c'est une autre modalité de ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, c'est déjà un prompt plus quelque chose. Donc l'idée, c'est que le GPT, par rapport à un prompt,
ça permet de faire des choses plus autonomes sur la base de données qu'on va fournir au GPT, donc à l'intelligence artificielle, et avec éventuellement une possibilité d'action derrière. Donc à la fois, on a un prompt un peu sophistiqué, avec éventuellement tout un contexte. À la fois, on a des documents de référence sur lesquels le GPT va aller travailler. Donc ce sont vos documents, ou en tout cas des documents techniques que vous lui fournissez ou du cabinet, et il y a une possibilité de lancer derrière une action. Et donc, voilà, les GPTs, il va se travailler là-dessus. Si vous ajoutez au fil des mois des documents nouveaux, bah, le GPT, il va s'améliorer également avec votre information. D'ailleurs, à force de travailler, il va aussi s'améliorer sur les mêmes données. Il va s'améliorer au niveau des réponses. Si c'est un GPT, donc un chatbot par exemple, pour vos collaborateurs ou un chatbot pour vos clients, si vous les alimentez régulièrement, ils vont apprendre des choses et ils seront de plus en plus efficaces. Donc ça peut vous servir à répondre sur des aspects techniques aux clients, mais ça peut être des réponses pour les clients eux-mêmes qui viendront interroger le chatbot avec peut-être des droits d'accès ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, l'ordre a créé un chatbot sur toute la partie un peu éthique de la profession et tout ça, sur ce que vous avez le droit de faire, etc., ou pas dans un cabinet. Vous avez des éditeurs comme LexisNexis, Lefebvre, etc., qui ont créé des chatbots aussi. Il y a également des experts comptables qui ont créé des chatbots, par exemple sur du droit fiscal ou de la compta, en scannant des codes entiers et donc en permettant aux gens du cabinet de poser des questions et d'avoir des réponses. Alors je crois que cet exemple-là, je vous l'avais montré déjà. On avait posé une question qui était, je sais pas, comment amortir un matériel informatique coûtant plus de 10 000 euros. L'outil, il va chercher dans la doc technique, évidemment, la doc technique, alors évidemment à jour, de la bonne année, du bon millésime, elle va être capable de répondre à la question et de sortir un certain nombre de points qui sont des points qui vont répondre sérieusement à la question technique. Voilà. Et ça citera les références légales qui sont dessous et qui alimentent cette réponse. Ensuite, on peut imaginer que le GPT soit un GPT on va dire, comment dire, sur de la bureautique. Ça, c'est un exemple de formation de Florian Dufour, ou peut-être pas d'ailleurs, mais bon. Ce génie Excel, il est capable de résoudre un certain nombre de problèmes et d'analyser de la data dans une feuille Excel. Donc, il est capable de résoudre des problèmes, d'analyser de la data, de faire une analyse un peu avancée, de faire de l'optimisation de processus. Voilà, il peut faire beaucoup de choses. Il faut tester. Vous avez le lien, encore une fois. Et ça, je l'ai donné aussi aux collaborateurs en leur disant, mais écoutez, prenez tout ça, accaparez-vous-le, et puis vous m'en direz des nouvelles lors de notre prochaine réunion. Alors évidemment, que ce soit chez Frédéric il y a 10 jours ou que ce soit chez Sabine il y a 2 ou 3 jours, bien évidemment, ils se mettent ou ils se sont mis dans un abonnement type Team de ChatGPT, par exemple, de façon à avoir quelque chose qui fournisse l'outil quand même complet, qui peut faire de l'analyse de data, qui peut faire même du code informatique, qui peut faire du traitement de fichiers, qui peut faire de la création d'images, de vidéos, etc. Donc, il faut vraiment que vous donniez des bons outils quand même aux collaborateurs. Si vous les laissez dans les versions gratuites, ils vont être vite limités. Quand ils auront posé 10 questions dans la journée, à la 11e, l'outil va leur dire stop, j'ai plus le droit de vous en donner, il faut que vous attendiez demain. Donc, c'est quand même pas terrible. Donner des outils aux collaborateurs, expliquez-leur quand même les risques de mettre des données nominatives et encore plus des données sensibles, je ne sais pas, en social ou des choses comme ça, qui sont hautement RGPD. Donc ça, évidemment, il faut quand même leur expliquer le truc. Mais il faut vraiment que vous leur donniez les outils pour qu'ils puissent s'accaparer tout ça. Alors j'ai cité un exemple d'un GPT qui a été fait par une société qui est très présente sur LinkedIn, qui parle beaucoup d'IA, qui est très intéressante. Je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Captain IA. Voilà, on le voit en grisé sous le nom du GPT. Ça, vous évoquez un problème complexe, c'est-à-dire vous posez un prompt
avec une situation, avec, je sais pas, une demande de stratégie ou des choses comme ça. Par exemple, quelle stratégie puis-je mettre en place au sein de mon cabinet d'expertise comptable qui fait de la tenue, et cetera, machin, pour demain développer, des tableaux de bord, périodiques et vendre du conseil. Bon voilà, une phrase, hop, bah, vous lâchez ça dans le prompt et dans le GPT et il va être capable de vous, amener dans des étapes de réflexion, hein. C'est fait sur, je crois une technique qui s'appelle l'arbre de pensée et donc, il va vous poser des questions, vous allez répondre. Par-dessus ça, il va vous reposer des questions et il va vous amener affiner votre stratégie et à sortir quelque part un résultat assez intéressant à la fin de ce travail-là. Donc ça, c'est un prompt aussi qui est très sympa. Je vous conseille de vous en servir, même vous, vous dirigeants, et je dirais presque surtout vous dirigeants, parce que vous pouvez faire des tas de choses avec ça. J'aurais parlé du mode vocal aux collaborateurs, parce que ça me semble essentiel aujourd'hui. Et puis de toute façon, ça va bien dans l'air du temps, parce que les collabs, ils sont très smartphones, ils sont très voilà, chat, SMS, chatbot, et cetera. Bon, ça, ils vont adorer, donc à mon avis, ils vont pas traîner. L'avantage, c'est que si vous voulez leur faire apprendre une langue parce que vous êtes frontalier ou si vous voulez leur faire apprendre des techniques, ben, ils peuvent s'adresser à l'IA et puis l'IA va répondre en live. Donc ça, c'est marrant en plus à utiliser, hein. Moi, je fais des démos avec les collabs, où on a parlé carrément à notre smartphone, quoi. Bon, ça les a bien fait rire, ça a un petit peu mis de l'animation et ça les a un peu, aussi, détendus, on va dire, de faire quelque chose en mode ludique. Je pense que dans ces réunions-là, le fait de mettre des prompts, un peu marrants, le fait, moi je fais souvent aussi une introduction où je dis: «Mais, voilà, vous êtes expert comptable à Fontenay-sous-Bois», je leur dis, 1re question tout de suite en introduction de mon intervention, je vais poser une question à l'IA: «Qui est le meilleur expert comptable à Fontenay-sous-Bois?» Et je dis: «Je vous donne la réponse tout à l'heure». Voilà. Et là, les gens se disent: «Ah, qu'est-ce que l'IA a répondu? Est-ce que le cabinet est dans la liste ou pas?» Bon, voilà, et vous mettez une petite attente qui va les rendre, voilà, qui va créer une petite tension comme ça, qui va les rendre très attentifs à votre déroulé. Bon, c'est des petites astuces d'animation, mais ça peut être sympa également d'en jouer un petit peu. Donc là, le côté ludique du mode vocal est intéressant. Le côté ludique aussi des vidéos que j'ai passées, donc là, j'ai passé par exemple celle de Vincent, vous avez eu tout à l'heure. J'ai passé celle qu'on a créée pour Experia avec l'expert comptable qui découvre l'IA et qui résout pas mal de problèmes. On va en créer d'autres de ce type-là, des vidéos, mais jouer un petit peu sur les atomes crochus de vos jeunes collaborateurs qui sont très branchés vidéo, audio, etc. Et donc, c'est l'occasion de vous servir de ces outils-là qui montent en puissance. Voilà. Et puis évidemment, après, on a évoqué les robots. Au chapitre des robots, on a parlé des robots de collecte. Donc les robots de collecte, c'est ça, j'en ai déjà parlé, c'est ça. C'est aussi ça, par exemple, ça aussi je l'avais évoqué, pour capter par exemple la transcription, la vidéo, l'audio, et que ça peut vous faire des chapitres, un sommaire, un résumé, des tâches à réaliser, et cetera. Tout ce dont vous avez besoin pour vos suivis de réunions, vos suivis de rendez-vous, vos suivis d'entretien avec des collaborateurs, voilà. Tout ça, si vous enregistrez, derrière, vous aurez automatiquement des comptes rendus que vous pouvez partager après aux gens qui en ont besoin, donc ça peut être très efficace et surtout même, on peut aller plus loin, c'est que les tâches qui sont listées par le système, on peut les segmenter, les envoyer dans une base de données et faire un suivi de ces tâches-là. Voilà. Donc plutôt que de tout faire à la main en notant sur les bouts de papier ou en envoyant des emails de tous les côtés, vous pouvez complètement robotiser ce suivi de réunions, de rendez-vous, etc. Et c'est très efficace et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps à vous, experts comptables. Voilà, on a évoqué les robots de production. Alors ça, je vous en ai présenté, j'ai parlé des mêmes aux collaborateurs. Je leur ai montré d'ailleurs les vidéos, notamment de Factory 456, notre partenaire, hein, je leur ai montré que la RPA, ça permettrait de reproduire ce qu'un collaborateur fait au clavier avec son logiciel. Et ben, l'outil en RPA, il fait tout ça sans aucune intervention humaine. Et ça les a quand même très impressionnés, très impressionnés.
Parce qu'ils se disent: «Bon, donc là, le robot, il fait sans nous, là». Ben oui, il va commencer à faire sans vous. Donc pour l'instant, ce sont des choses qui coûtent encore, assez cher à mettre en place, mais ça va se démocratiser, j'allais dire, et donc dans quelque temps, on aura des robots pour tous les grands logiciels du marché, que ce soit, là en l'occurrence quelque chose pour Cegid. Pour, par exemple, le social, j'avais une démo sur Silae, et pour le juridique, j'avais une démo sur, Polyact. Bon voilà, 3 outils très répandus dans la profession, aujourd'hui. Et les gens ont vu que, bah, ça le faisait complètement, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les menus bouger tout seuls, les saisies se faire à la volée et très rapidement, et voilà. Et je leur ai pas caché que ces robots-là, aujourd'hui, ils avaient une capacité à aller, 2 fois plus vite qu'eux. 2 fois plus vite qu'eux, d'accord? Donc ils se sont dit: «Bon, OK, donc là maintenant il faut qu'on bouge, quoi, hein». Encore une fois, bah, pas leur faire peur, mais en même temps leur faire prendre conscience que, voilà, ça arrive, ça rentre et ça va le faire. Et là, en l'occurrence, ils ont vu que ça le faisait. Voilà, donc ça, c'est les robots de production. J'ai évoqué le fameux robot conversationnel. Alors là, c'est toujours un peu en mode, on rigole un peu aussi, avec la voix du robot et tout ça. Bon, je leur ai expliqué ce que ça faisait, hein, ça je vous en avais parlé il y a quelque temps. Je leur ai montré un peu l'outil dans lequel on a maquetté justement le robot conversationnel, et c'est cet outil dont je vous parlais tout à l'heure un peu en introduction, qu'on va mettre dans une interface type SaaS, qui va à la fois encapsuler un peu l'outil, le rendre plus simple de maniement. Hein, vous ne serez pas dans des menus avec plein de tables, plein de trucs, des palettes qui s'ouvrent dans les coins et tout ça. On va essayer de vous encadrer le truc. D'ailleurs, je suis en train de faire la même chose pour, et là je fais un petit message aux gens chez qui j'interviens sur la méthode de la chaîne critique en période fiscale, pour gagner 30-40% de productivité sur les réviseurs. On est aussi sur le même outil qui s'appelle Airtable. On va mettre aussi une interface qui va rendre le maniement de l'outil beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça, ça va se bonifier, et bah, ce robot, ils ont compris que ça allait pouvoir faire des dizaines de choses, quoi. Et donc ça, c'est assez impressionnant aussi. Alors, bah, certains peuvent y voir une menace, hein, par exemple, quelqu'un qui est au standard, au cabinet, et qui voit que le robot est capable d'appeler, et puis demain peut-être d'être appelé par le client et de lui répondre, et après d'adresser une information à une personne dans le cabinet, ça fait bouger quand même, hein, mentalement. Voilà, mais bon, il faut bien qu'ils le sachent à un moment donné. Il ne faudra pas qu'ils le sachent quand on va les mettre dehors. Il faut d'abord les informer, ensuite les former le plus vite possible pour pouvoir les garder et les ramener sur, un niveau d'intervention plus important, plus élevé, quoi. Voilà. Donc ces robots conversationnels, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Ça fait partie de la famille de toutes les IA, les agents IA, pardon, qui vont, monter en puissance cette année. Et donc, là, il faut vous habituer à l'idée, quoi. C'est des choses qui vont, devenir courantes. Je pense que dans 6 mois, 1 an, beaucoup de vos consoeurs et de vos confrères auront ce genre d'outils chez eux. Et quand je vous dis, 6 mois, 1 an, alors peut-être pas 6 mois parce que, on a quand même la période fiscale à passer, mais on va dire, fin 2025, il y aura sûrement des centaines de cabinets qui auront, testé ces outils-là, et qui vont se rendre compte qu'ils pourront passer la période fiscale 2026 avec ça. Donc les premiers parmi vous qui seront intéressés, encore une fois, je vous engage à me contacter pour faire l'essai. Je vous l'ai dit, on va se rapprocher plutôt du mois de janvier pour vous donner un produit un peu plus fini, un peu plus bordé, un peu plus simple à manipuler, mais on va avancer très vite là-dessus. Voilà, bon, je vais passer rapidement là-dessus. Alors, il y a les robots de veille, je l'avais un peu évoqué. Les robots de veille, c'est des robots qui vont capter des flux RSS, hein, avec par exemple un outil type Make, et qui vont chercher sur Internet, sur un déclencheur spécifique, l'image de l'article, le titre de l'article, une transcription de l'article, un résumé. Voilà, et ça, si on a des flux RSS très typés qui peuvent être affectables à des codes NAF également très précis, ça veut dire que quand vous faites cette veille-là, vous pouvez envoyer automatiquement à des clients qui ont le bon code NAF
une information pour les gens du BTP, pour les gens de l'industrie mécanique, pour les gens de je ne sais quoi. Vous pouvez absolument leur envoyer une veille sans aucun travail, totalement automatisé. Et là, vous allez vraiment les intéresser. Encore une fois, je pense que vous devenez un partenaire incontournable du client si vous lui envoyez autre chose que des informations fiscales ou sociales qu'il comprend souvent à moitié, quoi. Alors, robot intégré, donc évidemment, nous on travaille sur cette montée en puissance de ce robot pilote guard, hein, dans lequel on a mis pas mal de technologies. On fait beaucoup de travail en ce moment, ce qui occasionne de temps en temps des dérangements ou des choses qui ne marchent pas dans 100% des cas. Donc, je vous prie de nous en excuser, mais ça progresse. On va bientôt avoir des tableaux de bord en mode pur SaaS, donc vraiment très confortable. C'est-à-dire qu'on aura du Power BI dessous, mais beaucoup plus graphique que ce qui est natif dans Power BI et surtout complètement en mode SaaS, donc manipulable par n'importe qui, par vous, par le client final, par le collaborateur. Plus besoin de savoir même faire de l'IA, plus besoin de savoir manipuler Power BI, qui est un outil quand même complexe. Là, ça va être totalement transparent et totalement SaaS, donc, et plutôt graphique, donc ça sera quand même sympa. Et évidemment, derrière ces outils qui feront des tableaux de bord de toutes sortes, y compris du prédictif, on aura un CRM qui va travailler derrière. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui vont progresser. On aura des avatars et on aura quand même pas mal de choses qui vont vous permettre de déclencher des alertes pour intervenir très tôt au profit des clients. Voilà, donc tout ce panorama-là, on le fait l'après-midi de la première journée, de façon à ce qu'à la fin de l'après-midi, les gens, ils ont un gros stock de souvenirs dans la tête, ils vont un peu dormir dessus, et le lendemain, on attaque la deuxième phase pour les collaborateurs, qui est une matinée entière, où on va les aider à prioriser les datas, les tâches, etc., qu'on veut mettre en place avec l'aide de l'IA, une demande spécifique pour faire un certain nombre de choses. Alors, déjà, je leur montre un document que je vous avais évoqué lors d'une visioconférence il y a quelques mois. Hein. Voilà, j'avais dit, bah, déjà, rien que sur la compta, par exemple, quand on segmente les phases appro, traitement, restitution, exploitation de la data, déjà, tous les petits robots, etc., tout ce qui peut se faire avec de l'IA, je les ai indiqués. Alors, même pas tout, hein, d'ailleurs, c'est une partie de ce qu'on peut nommer aujourd'hui, mais tout ça peut s'automatiser avec des robots. Donc, voilà, Relance à Pro, c'est robots d'alerte, de relance, robots conversationnels, etc. Au niveau des traitements, ça peut être un robot qui peut lire des images, hein, et restituer une analyse, par exemple. Au niveau de la restitution, ben, évidemment, on a des choses qui peuvent être fabriquées sur la base de Power BI par du commentaire automatique, par de la vidéo automatique, donc Agent par exemple. Et au niveau de l'exploitation de la data, ben, si le robot sait produire des data, il sait aussi les analyser. Et si on a un tableau de bord périodique, il va savoir nous alerter s'il y a un problème, s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose qui montre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les datas qu'on a sous la main. D'ailleurs, ça pourrait être aussi vous alerter si le tableau de bord semble complètement, tableau de bord périodique notamment, semble pas très net, ça veut dire aussi que le dossier n'est pas tenu comme il faut, quoi. Ça peut vous alerter là-dessus. D'ailleurs, dans notre tableau de bord périodique, on a à la fin une page sur les points en suspens, les, je sais pas, 471 000 qui n'ont pas été réglés, quoi. Donc on voit la liste. Donc c'est imparable. Là où vous dites, ce tableau de bord, je ne peux pas l'envoyer tout de suite, il faut d'abord qu'on nettoie un peu le truc, et après je pourrais envoyer le tableau de bord au client. Voilà. Donc rien que sur la compta, on peut faire tout ça. Donc ça fait quand même de quoi jouer, hein, déjà. Donc maintenant, principe absolu, bon déjà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit aux gens, et on le répète au moins 3 fois, si vous devez faire quelque chose, et notamment quelque chose de plus ou moins manuel, en dehors de vos gros logiciels de production, demandez-vous si vous ne pourriez pas aller plus vite avec l'IA. D'accord? Et je vais vous donner un exemple dans un instant. Alors, je leur dis maintenant, pour prioriser,
il faut prendre en compte 9 points qui vont être sélectifs pour choisir les tâches qu'on va justement prioriser dans leur application, enfin dans l'utilisation de l'IA au profit de ces tâches-là pour les robotiser. Première chose, c'est est-ce que cette tâche est chronophage? 2, est-ce qu'elle est récurrente? 3, est-ce qu'elle a pas de valeur ajoutée? En plus, elle peut être pénible, manuelle, et cetera. 4, est-ce qu'elle est simple? Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous allez vous dire: «Ouais, mais moi, c'est peut-être aussi des trucs complexes que je veux, automatiser». Oui, mais pour commencer, il ne faut pas commencer par le truc trop compliqué, hein. Prenez pas le cas infaisable au début, prenez le cas simple, mais qui, automatisé, va faire gagner des heures à vos collaborateurs et ça déjà, ça sera bien. Il faut commencer par des succès, il faut commencer par des petits pas et donc si vous attaquez tout de suite à la montagne, vous allez avoir des problèmes, d'accord? Ensuite, il faut que, si possible, on puisse, même créer une chaîne de traitement avec plusieurs enchaînements de tâches, parce que c'est encore mieux, sans que ça soit encore trop compliqué, mais, on peut enchaîner 2, 3, 4 actions et ça, c'est jouable, assez facilement. Ensuite, il faut que ça procure un retour sur investissement au cabinet, donc ça procure de la productivité, ça procure de la renta, ça procure du chiffre d'affaires, mais que ça procure aussi un ROI pour le client lui-même, hein. Donc que ça lui donne de la satisfaction parce qu'il va avoir un conseil, il va avoir une alerte, il va avoir, une idée pour, à développer pour être meilleur dans ses tableaux de bord ou dans son activité. Voilà, tout ça, il faut également que ça puisse jouer en faveur évidemment du client et pas seulement en faveur du cabinet. Également, si, l'automatisation peut permettre d'éliminer des risques d'oubli, d'erreur, de sécurité, de confidentialité et cetera. Bon, il y a sûrement encore bien d'autres risques. Bah, ça peut être quand même très intéressant et donc, là encore, si votre automatisation permet de sécuriser vos gens et même de sécuriser vos clients, c'est parfait. 9e point et dernier, si possible, il faut que la réalisation de cette automatisation-là, se fasse dans un cadre où le changement va être simple pour vos collaborateurs. Si ce changement, ça doit leur remettre en cause totalement, toutes leurs croyances, toutes leurs habitudes, et plein de choses, bah, même si c'est bien, vous aurez du mal à les faire changer, même si c'est un peu paradoxal. Donc, il faut que le changement, soit motivant pour le collaborateur. Il faut que, le changement, ou cette robotisation leur donne des sortes de super pouvoirs et on va en jouer un petit peu de façon ludique, hein, des fois et il faut que, si possible, ça leur enlève aussi du stress, de la pression et toutes sortes de choses parce que là, pour le coup, ils vont comprendre. L'exemple du robot, conversationnel, qui va leur enlever une charge de travail et en plus des choses qu'ils n'aiment pas faire, hein. Téléphoner, vous le savez, les collabs, la plupart n'aiment pas ça. Donc, si vous leur mettez quelque chose qui téléphone à leur place, normalement, ils vont être motivés et donc le changement sera d'autant plus facile. Après, encore faudra-t-il prouver que ces robots-là sont crédibles, qui sont acceptés par les clients, qui sont pertinents, qui font du bon boulot, enfin qui sont fiables. Tout ça, c'est incontestable, hein. Mais à partir du moment où ça sera prouvé, encore une fois, dans les règles de sélection des tâches les plus automatisables ou en tout cas en priorité, il faut au mieux respecter ces 9 règles, du jeu-là. D'accord? OK. Ensuite, alors j'ai fait un exemple de fiche d'automatisation. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait à la demande de la secrétaire du cabinet de Sabine Matran, qui en même temps fait un peu de tenue comptable. Donc elle tient le standard, elle fait du secrétariat et elle fait de la tenue. Et je les ai un peu challengés là pendant la 2e, partie de la réunion avec eux, donc la matinée du 2e jour. Je leur ai dit: «Bon écoutez, proposez-moi des cas d'usage, qui sont assez courants dans le travail que vous faites tous les jours et n'hésitez pas à me donner un truc peut-être, qui vous semble impossible, mais voilà, vous me l'exposez, on se met pas de limite mentale et on fait un truc». Et l'assistante, elle me dit: «Mais moi, il y a un truc qui m'embête, qui me fait perdre du temps, c'est qu'il intègre, 4-5, je sais pas combien de notes, de frais, sur la même page.
Ben, moi, ça m'arrange pas trop parce que pour répartir le document sur, X écriture, c'est pas très simple. Elle me dit: «Mais est-ce que vous pourriez nous découper avec l'IA, là, le scan, en autant de pièces, de scans que de notes de frais sur la page initiale?» Donc pour elle, c'était un scoring, important, hein. C'était un gain de temps parce qu'elle en des comme ça, elle en a quand même quelques-uns tout au long de la semaine qu'elle récupère et en fait, bah, j'ai dit: «OK, testons». Donc elle m'a donné le scan. On a alimenté le scan avec le petit trombone là dans ChatGPT. On a lancé un prompt et en fait, bon, le truc a un peu ramé au début parce que peut-être mon prompt était pas bien fichu et à la fin, il a tenté, avec un code Python. Il a échoué, il a relancé une deuxième fois, il a échoué et à la troisième fois, bah, je j'ai dû lui dire un truc de plus, je sais plus, ou alors il a utilisé une meilleure méthode et le code Python, maintenant, je l'ai. Et donc ce code Python maintenant, je sais que si je l'injecte dans ChatGPT en disant: «Je veux ça et voilà le code pour le faire», il va pas me l'inventer le code, il va se servir de mon code. Et normalement, si ça a marché une fois parfaitement avec ce code-là, et il m'a bien renvoyé, 4 liens vers 4 documents, PDF avec les 4 pièces, comptables, segmentées, hein, découpées, normalement ça devrait marcher tout le temps. Ben voilà, ça c'est quelque chose typiquement, qu'on a osé faire, on va dire, et ça a réussi. Bon, ça a pas réussi du premier coup. Bah, oui, de temps en temps, on va échouer un peu, hein, mais c'est en échouant qu'on va réussir après. Mais, à la troisième passe, ça a marché. Et donc, je prends le pari qu'en gardant la mémoire de ce code Python-là, demain, ça va marcher quasiment à tous les coups, sans faire d'erreur et cetera. Bon, à peu près, hein, mais dans bien des cas. Donc ça peut être quand même pas mal de temps que va économiser cette personne ou d'autres personnes dans d'autres cabinets en utilisant ce genre d'astuce. Pas besoin d'un logiciel particulier pour faire ça. Voilà. Bon, c'était un exemple, mais il était marrant parce que je l'avais jamais tenté celui-là et la preuve, c'est que ça a fonctionné. Alors après, ben, il y a un plan d'action à mettre en œuvre, donc on l'exprime aux collaborateurs et surtout après la 2e après-midi de la journée numéro 2, on fait ça avec l'expert comptable ou les associés qui sont, dans la réunion et donc on leur dit: «Voilà, plan d'action, 10 étapes. Première étape, on finalise, derrière la réflexion, le choix, les priorisations d'automatisation avec l'équipe», donc en scorant peut-être par métier, les choses. Bon, généralement, on a souvent, 2/3, des propositions qui concernent l'expertise comptable et on a le reste, partagé entre, le social et le juridique essentiellement. On n'a pas trop abordé le commissariat aux comptes là ces derniers jours, mais, on a surtout travaillé sur les 3 matières quoi, les 3 métiers, compta, social, juridique et on a et je vous dis, au moins 2 ou 3 fois plus, en compta, puis, quelque chose en social et en juridique. Peut-être plus en social qu'en juridique d'ailleurs. Voilà, donc il faut d'abord faire des choix, hein. Ensuite, on fixe des objectifs pour chaque automatisation. Donc, confère la fiche, d'automatisation que j'ai montrée juste avant, hein. Quels sont les gains de temps, les gains de valeur pour les clients, les gains qualitatifs, je sais pas, pour la vie du collaborateur? Quel est le timing de lancement et qui va faire quoi dans le truc? C'est bien de se créer un indicateur, une sorte de tableau de bord de calcul d'indicateurs puisque, derrière les 2 jours de lancement, moi j'ai prévu avec ces cabinets d'avoir tous les mois au minimum 2 heures d'interaction en visioconférence, plus un peu de temps peut-être de réflexion, moins et de discussion avec l'expert comptable, en charge du projet, on va dire, de façon à avoir un suivi pendant au moins 9 mois, hein, au moins jusqu'à on se situe là en décembre, un suivi jusqu'au mois de septembre au minimum, 2025 et donc on va faire en sorte de calculer un peu la montée en puissance, la progression du cabinet avec des indicateurs simples. Voilà. On va surveiller l'amélioration ou la dégradation éventuelle, hein, de ce qu'on appelle l'expérience client. Donc on veut que le ressenti du client soit positif et si jamais, à nouveau je prends l'exemple du robot conversationnel, si jamais ce robot-là pouvait dégrader un peu la perception du client par rapport au cabinet, si le client
adopte pas le robot parce qu'il n'a pas envie de parler à un robot, il veut pas à tout prix une personne physique, bon, et cetera, et cetera. On peut très bien décider qu'on va modifier, des choses qu'on avait prévues ou à certains clients, on mettra pas le robot, quoi, jamais. Bon, et tout ça, il va falloir le lancer, le tester et voir ce qu'il en ressort. Donc, on va surveiller ça et on va faire en sorte de mutualiser aussi les expériences de différents cabinets sur leurs collaborateurs et surtout sur leurs clients, de façon à ce qu'on voit comment on pourra améliorer le robot, demain. Évidemment, on va boucler sur, ces 5 étapes, précédentes, hein, pour, améliorer sans arrêt le système. Et puis, on peut imaginer qu'il y ait des actions sur les futures automatisations. On peut carrément en supprimer ou on peut en créer, ou alors par rapport à des qu'on avait déjà créés, soit les amplifier, les rendre un peu plus musclés, ou au contraire les alléger un petit peu. Bon, voilà, on a 4 axes d'actions sur ces automatisations. Et donc, bah, ça sera en fonction des discussions et des choses qu'on aura vues dans les 5 ou 6 premières étapes. Ensuite, on essaie de faire un bilan annuel de ces actions sur l'IA, et puis un bilan peut-être un peu plus moyen terme, par exemple sur 3 ans, hein, et de façon à ce qu'on ait un peu de recul pour une stratégie IA qui va bah, porter des fruits. Est-ce qu'on aura réussi à différencier le cabinet par rapport à la concurrence? Est-ce qu'on aura réussi à augmenter la performance globale du cabinet? Est-ce qu'on aura réussi à faire encore d'autres choses, fidéliser beaucoup plus les collaborateurs? Voilà. Et puis dernière chose, on approche de la fin, évaluation donc des avantages compétitifs créés par l'IA, hein. Et donc, à un moment donné, bon, ben, on pose des questions, on fait un peu un feedback à la fin pour voir, tout ce qu'on ressort de cette expérience-là. Et ben, on pose un peu la question rituelle: «Est-ce que vous avez envie qu'on mette, quelques robots qui vont vous aider un peu partout?» Et derrière, on remercie les collaborateurs, on leur dit: «Ben voilà, vous avez, la baguette magique, le bon génie dans la bouteille, faites-le sortir le plus possible et puis servez-vous de ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu la démarche. Alors en rapide, parce qu'évidemment on passe plus de temps, on passe 2 jours entiers. Là, on aura passé 1 heure, 1 heure et demie ensemble sur le sujet. Mais voilà comment on essaie de faire, rentrer l'IA au sein du cabinet avec 2 demi-journées, donc c'est pas trop prenant non plus, pour les collaborateurs, hein, et surtout avec un suivi permanent, hein. On veut pas que l'enthousiasme retombe, hein, parce que il peut y avoir un peu d'engouement, les jours où on va être présent à faire cette animation-là, mais après il faut que ça poursuive, hein, et on sait qu'après le temps, vous êtes repris un peu par la patrouille comme on dit et que vous n'avez pas forcément le temps d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont on a lancé les choses. On va sûrement améliorer cette routine-là de 2 jours de lancement, mais voilà. Alors j'aimerais bien si vous pouvez avoir, poser des questions par rapport à ça, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez qu'il manque des choses, que vous auriez peut-être vu des choses, autrement ou des choses que j'ai totalement, oubliées dans ma présentation. Allez-y, ça m'intéresse d'avoir vos remarques, hein, si vous pouvez vous servir du question-réponse là qui est en bas de l'écran. Dites-moi si vous voyez des points sur lesquels, voilà, vous êtes pas en adéquation, des choses qui vous manquent, des choses qui vous semblent bien. Allez-y, on a 5 minutes si vous voulez pour pouvoir, me dire un truc. Christophe, intéressant, je suis à la ramasse. Donc à la ramasse, ça veut dire que vous avez peut-être la pression pour aller à un rendez-vous? Bon, ou alors je suis à la ramasse parce que vous avez pas du tout lancé le truc. Bah, écoutez, il faut se jeter de toute façon. C'est pas si compliqué que ça et très sincèrement, les collaborateurs, je pense, ont bien aimé, hein. Je ferai en sorte d'enregistrer les témoignages prochainement, chez, les différents, experts comptables chez qui je vais lancer la mission. Là, j'en ai encore plusieurs les semaines qui viennent, on va dire jusqu'au mois de février, avant que vraiment on vous laisse un peu tranquille. Mais bah, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein, et donc déjà bien un peu de recul peut sans doute l'améliorer. OK, Thierry. Oui, oui, bah, certainement. De toute façon,
je vois chaque semaine, j'amène des choses en plus, j'enlève des choses, bon, voilà, puis j'essaye d'équilibrer en fonction aussi des gens que j'ai en face, hein, des fois, quand je ressens qu'il y a peut-être un peu de pression, un peu de stress, j'essaye de faire passer une vidéo marrante ou de poser une question, de les faire travailler un peu sur un prompt, un petit peu décalé. Bon, c'est le jeu de l'animateur, hein, quelque part. Il faut dédramatiser aussi. Michel qui nous dit: «Très intéressant, j'ai créé un logiciel, pour générer des prompts». Ah ouais, bah, super, très bonne idée, Michel. C'est vrai qu'avec des GPTs ou des choses comme ça, on peut arriver à faire des choses quand même, intéressantes et aider les gens. Alors après, des outils de génération de prompts, on peut en trouver quand même pas mal, je dirais sur LinkedIn ou en se baladant un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Alors oui, Thierry, ma présentation sera disponible, donc tout à fait. Je vais la diffuser. D'ailleurs, il y a des liens qui vont vous intéresser, puisque j'ai dit qu'il y avait des GPTs qui étaient exploitables et qui étaient intéressants. Donc, oui, oui, tout à fait. Je vais vous mettre ça à disposition. Il y a quelques semaines, j'avais pris un peu de retard sur la mise en ligne des vidéos et des diaporamas, mais je vais rattraper tout ça. Là, ça va se calmer un petit peu aussi avec les fêtes, donc je vais voyager un tout petit peu moins et je vais être un peu plus disponible pour vous mettre en ligne et à disposition tous ces replays et tous ces diaporamas. Donc, comptez sur moi, vous aurez ces informations-là. Y a-t-il d'autres réactions que celles de Christophe, de Thierry, de Michel? Est-ce que vous avez vu d'autres choses ou des choses qui vous manquaient? Alors Michel me dit c'est un outil développé en C. D'accord. Ben, écoutez, je serais intéressant de le partager, hein, si vous voulez, Michel, avec grand plaisir, hein. Si on peut même travailler autour et voir si on peut s'apporter des choses mutuellement, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Vous me trouvez sur LinkedIn où généralement je mets souvent mes coordonnées dans les supports, les diaporamas des différents webinaires. Donc voilà, je peux vous mettre d'ailleurs tout de suite ici. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre une petite. Bon, mes coordonnées, vous allez les trouver facilement. Donc, hein, que ce soit le téléphone ou l'email, n'hésitez pas à m'envoyer quelque chose. Et puis, on peut même se parler, se faire une petite visio pour évoquer des choses. Donc, pas d'hésitation, allez-y, hein, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à partager derrière cette petite présentation? Hop, voilà, je vais mettre un téléphone. Voilà, vous pouvez m'appeler là ou alors m'envoyer un petit mot ici. Voilà, j'ai mis tout en majuscule, pardon. Je suis sur un clavier qui n'est pas le mien d'habitude. Je vais recommencer. C'est mieux. Ouais. Voilà, là vous avez tout. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant qu'on se quitte totalement? Je vous en prie, lâchez-vous. Ok, Michel, j'enverrai un message privé LinkedIn. Super. Très bien, bah avec grand plaisir en tout cas. Bon, mais écoutez, il est 14h10, donc il est largement l'heure de vous libérer. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi et puis un beau week-end. Nous, on est au soleil depuis quelques jours. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais voir si on a encore le temps peut-être de faire un webinaire avant les fêtes. Je vais voir si les gens sont assez disponibles pour être avec nous ou pas. Et puis, sinon, ben, on se retrouvera au mois de janvier. Si jamais on se reparlait pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes, hein, profitez-en bien, reposez-vous. Je pense que tout le monde en aura bien besoin. Christophe, merci, j'attends les coordonnées. Donc, elles sont dans le chat normalement, hein, mais de toute façon, vous aurez ça dans le replay. Merci Michel, oui, bonne fête également et
Donc bonne fête, de fin d'année à tous, de Noël évidemment avant. J'espère que le Père Noël vous apportera plein de prompts efficaces, de GPTs et de robots, dans le cabinet pour faire des belles choses. Et encore une fois, je pense qu'il faut positiver l'IA auprès des collaborateurs parce que c'est vraiment une arme, je crois qu'ils ont compris, dans les cabinets où je suis passé que c'était une vraie arme à leur disposition. Thierry Larocque qui me dit: «Bonne fête au soleil». Oui, eh ben, pour ce qui me concerne, je vais aller voir le soleil, de La Réunion, début janvier, donc ça fera du bien. On va reprendre un peu des couleurs et refaire le plein de bonnes choses. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.